Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellences, Madame la Chancelière, Exzellenzen, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. la presse allemande, richement représentée Die ici, deutsche Presse ist hier reichlich anwesend, ebenso auch die nigerische Presse, und wir freuen uns sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen nach dem ersten Besuch im Oktober 2016. Und bei dieser Pressekonferenz heute Abend wird es 4 Fragen geben, 2 von der nigerischen Presse und 2 von der deutschen Presse. Zunächst als einleitende Worte bitte ich Sie, das Wort zu ergreifen. Vielen Dank. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich mich sehr freue, eine Freundin Afrikas hier begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, eine Freundin der Sahelregion begrüßen zu dürfen. Gestern haben wir uns ja bereits in Ouagadougou getroffen. Und im Rahmen unseres Austauschs gemeinsam mit der Kanzlerin und den 4 anderen Staats- und Regierungschefs der G5 Sahel haben wir festgestellt, avec les populations du Sahel par rapport aux épreuves que rencontrent ces populations en matière de sécurité et de développement. Je dois dire aussi que je me réjouis de recevoir une amie du Niger. Vous l'avez dit, c'est la 2e fois que la chancelière nous fait l'honneur de sa visite. La première fois, c'était en octobre 2016. Par ailleurs, j'ai eu l'honneur d'être reçu par la chancelière à plusieurs reprises à Berlin. Tout cela montre l'excellence des relations qui existent entre l'Allemagne et le Niger. L'excellence de ces relations se constate aussi à travers le dynamisme de notre coopération, coopération sécuritaire, coopération en matière de développement. Par exemple, en ce qui concerne la coopération sécuritaire, l'Allemagne nous appuie dans la formation et l'équipement de nos forces de défense et de sécurité. Cela est extrêmement important compte tenu du contexte sécuritaire qui est celui du Sahel. En matière de développement économique et social, l'Allemagne intervient dans des secteurs qui sont prioritaires pour le peuple nigérien, comme le secteur de la décentralisation et de la gouvernance. En fait, quand c'est formulé comme ça, on n'imagine pas le contenu qui porte sur toutes les questions d'éducation, de transport au niveau des communes, de capacitation des communes, les questions d'hydraulique, les questions d'agriculture, les questions d'élevage. Donc, il y a ce premier pôle prioritaire dans lequel intervient la coopération allemande. Nous avons également un second pôle prioritaire qui est extrêmement important, c'est l'agriculture productive et la sécurité alimentaire, donc le soutien à l'initiative 3N. Nous souhaitons bien sûr que, par rapport aux perspectives, que la coopération entre nos 2 pays s'amplifie dans les domaines que je viens d'indiquer et s'élargissent éventuellement à d'autres domaines comme l'électrification rurale. C'est là aussi une aspiration de nos populations des villages à avoir accès à l'énergie, à l'électricité. Des secteurs comme le secteur privé également ne doivent pas être oubliés parce que les relations d'État et État sont excellentes, mais nous souhaitons davantage d'investissements privés au Niger, surtout que le Niger a une économie vraiment dynamique, une économie qui a enregistré ces 8 dernières années un taux de croissance annuel moyen de 6% et pour laquelle les perspectives de croissance sont environ de 7% pour les 5 prochaines années. Donc nous souhaitons davantage d'investissements allemands, privés allemands au Niger, et surtout que le gouvernement est en train de créer les meilleures conditions possibles pour améliorer le climat des affaires.
Donc nous avons échangé sur toutes ces questions avec la chancelière et je voudrais dire que la coopération entre le Niger et l'Allemagne a un bel avenir devant elle. Je renouvelle mes remerciements à la chancelière pour le soutien multiforme qu'elle apporte non seulement au Niger, mais également aux pays du Sahel. Merci beaucoup, Madame la chancelière. Merci. Ja, recht herzlichen Dank für den sehr freundschaftlichen Empfang. Sehr Amical, Monsieur le Président, c'est avec plaisir que je suis revenue au bout de 2 ans et demi afin de voir quelle a été l'évolution de nos rapports. Et en effet, on peut dire pendant plusieurs années après l'indépendance du Niger, on n'a pas eu beaucoup de contacts, mais entre-temps, la coopération a atteint un niveau très élevé par tête d'habitation. L'Allemagne a fourni la plus grande aide au développement dans le pays du Niger sur le continent africain. Votre gouvernement a fait se met d'accord avec nous pour nous harmoniser sur les objectifs de la coopération. Donc, il faut vraiment faire attention à tenir les promesses, à revérifier aussi le besoin. Nous ne sommes pas toujours les plus rapides, nous le savons. Voilà pourquoi je tenais à ce que les objectifs ou les objets de nos discussions font aussi l'objet des actions à la suite dans le cadre de notre coopération. Il y a donc une nouvelle évolution dont nous nous félicitons aujourd'hui. Il s'agit de nouveaux projets dans le domaine de la sécurité. Entre-temps, le conseiller militaire est arrivé que nous avions promis. Depuis ma première rencontre, nous en avons parlé. Il va coopérer avec le ministère de la Défense, ensemble avec les Pays-Bas. Nous avons décidé une aide à l'équipement pour les forces de sécurité dans la région de Toao. Et en 2020, nous prévoyons un projet similaire pour la région de Zinder. Mais comme on en a discuté hier, nous œuvrons ensemble aussi sur la mise sur pied d'une force conjointe du G5 Sahel, mais aussi pour renforcer les forces armées militaires nigériennes. La ministre de la Défense est venue ici et nous avons investi 30 millions dans les dernières années dans ce domaine. Mais nous n'allons pas non plus négliger la coopération au développement. Voilà pourquoi nous en avons parlé dans la région de Touaoua. Nous allons soutenir un hôpital et aussi des antennes médicales dans la zone rurale et aussi la sensibilisation et l'éducation dans la matière de la santé dans le domaine rural, et nous allons également investir dans le domaine de la gestion des eaux et l'éducation. 10 millions d'euros donc pour ces deux domaines, c'est-à-dire la santé et l'éducation, 15 millions pour la santé. Et nous allons nous harmoniser étroitement pour la mise en œuvre de ces projets. Nous avons bien coopéré également à partir de premiers entretiens dans la question de réduire la migration irrégulière. Le Niger a fait beaucoup d'efforts. Nous avons assisté sous forme d'aide à l'équipement et c'était une nouvelle approche avec la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et la Commission européenne. Et nous avons dit, si on veut lutter contre les trafiquants et les passeurs, il faut développer également des emplois pour la population nigérienne. Nous avons pris les premières mesures. Il y a des projets allemands qui ont été lancés, mais je comprends tout à fait qu'il y a une nécessité de l'élargir davantage puisqu'il faut offrir une perspective aux citoyens dans cette région. Lors du sommet de l'Union européenne et de l'Union africaine, on a discuté de l'état désastreux en Libye et le Niger s'est déclaré prêt à accepter des migrants nigériens ou d'autres transmigrants en Libye en espérant qu'ils rentrent chez eux. Et
avec l'assistance d'un programme de réinstallation pour certains groupes en coopération avec le HCR. Le premier contingent de 300 réfugiés est presque épuisé. Nous sommes prêts à accueillir 300 autres réfugiés. À l'époque, le Niger a réagi rapidement lorsqu'il y avait le besoin d'agir. Et j'en remercie le Niger puisque le Niger ne fait pas partie des pays les plus prospères en Afrique, mais ce pays se montre toujours solidaire malgré les conditions difficiles. Notre coopération a donc pu améliorer la compréhension dans notre pays, en Allemagne, pour les problèmes qui existent ici dans ce pays. Mais il faut avancer aussi pour lancer les investissements privés. Nous sommes tout au début d'une telle activité, mais mieux on connaît le pays du Niger, mieux on connaît les conditions cadres, mieux est la confiance dans la coopération et mieux on pourra créer donc les conditions favorables pour les investissements au Niger. Et pour conclure, je peux dire que j'ai beaucoup de respect pour la place du Niger au sein de l'Union africaine. Pour la première fois, le sommet de l'Union africaine va avoir lieu ici au Niger. Il y a un projet qui tient à cœur particulièrement au président et cela est conforme aussi à notre objectif allemand, à savoir que l'Afrique va devenir une zone de libre-échange. C'est un projet majeur au sein de la CEDEAO. Le président s'y a engagé également et cela doit s'appliquer pour l'ensemble de l'Union africaine. Et nous soutenons ce projet parce que l'Allemagne s'est toujours engagée en faveur d'un commerce libre. Et si on supprime les barrières commerciales, je pense que ça va être favorable à l'ensemble de la région. Merci. Madame la chancelière, les questions de développement et de sécurité sont au centre de votre déplacement au Sahel. À Ouagadougou, vous avez pris part au sommet des chefs d'État du G5 Sahel. Qu'est-ce qui a motivé la présence effective de l'Allemagne à ce sommet et qu'est-ce qui va changer pour le G5? Ce qui m'a motivé, c'est parce que nous, du côté européen, nous avons confirmé d'aider à l'équipement du G5 Sahel et parce que cette hub de coordination, donc ce centre de coordination, est implanté à Bruxelles. Et moi, personnellement, j'ai voulu vérifier où est-ce que nous en sommes, quelles sont les difficultés. Parfois, certains points peinent à se matérialiser, durent plus longtemps dans la mise en œuvre. Nous avons tenu les engagements allemands, mais à l'échelle internationale, nous avons toujours des points sur lesquels nous devons travailler. Il y a d'autres partenaires qui participent. Hier, nous nous sommes échangés sur les questions de fond. Dans quelques jours, il y aura une rencontre des ministres des Affaires étrangères et des Défenses de l'Union européenne et du G5 Sahel et de ma propre expérience. Je pourrais encore une fois parler à mes ministres pour dire à ce qu'il faudra veiller. En outre, cette rencontre était très importante car actuellement la situation en Libye est très difficile. J'étais actuellement aujourd'hui même à Gao pour visiter les soldats allemands. Et demain, je vais visiter ECAP, donc la mission de l'Union européenne pour le développement, pour le renforcement des capacités, où il y a également des Allemands qui sont présents. On m'a dit que s'il y a des tensions dans la région de Tripoli, telles que cela s'est fait par le maréchal Haftar, on ressent immédiatement dans la région des États du G5 Sahel, donc en l'occurrence au Mali, les répercussions. Voilà, il y a un lien très étroit entre ces 5 États et ces 5 États nous ont demandé en tant qu'Européens d'adopter une position commune à l'égard de la Libye. Et ce souhait que je comprends tout à fait, que je soutiens pleinement, c'est l'une des informations que je tire de ma visite, de même que les opinions des États du G5 Sahel à propos de ce sujet. Voulez-vous réagir par rapport à cette question ou bien on passe à une deuxième question ? Notamment sur l'aspect, qu'est-ce qui peut changer à partir de cette réunion de Ouagadougou? Bien, merci. Je dois d'abord remercier la chancelière pour le soutien qu'elle apporte à l'Union africaine par rapport à la mise en place de la zone de libre-échange continentale. Elle vient de le dire. C'est un projet extrêmement important qui nous tient beaucoup à cœur, qui fait partie des projets de l'agenda 2063 de l'Union africaine et qui est porté par le Niger.
et qui va certainement être mis en vigueur à partir du prochain sommet extraordinaire qui aura lieu à Niamey au mois de juillet. Nous attendions d'avoir 22 ratifications. Aujourd'hui, nous avons les 22 ratifications. Donc, en principe, le projet doit entrer en vigueur à partir un mois après les 22 ratifications. Merci beaucoup, Madame la Chancelière, pour ce soutien que vous nous apportez, que vous apportez à l'intégration africaine, y compris à l'intégration régionale au niveau de la CEDEAO, parce que là aussi, nous avons un autre projet majeur pour les populations de la CEDEAO, c'est l'intégration monétaire au sein de la CEDEAO. Mais pour que tous ces projets puissent profiter aux populations, il faut la sécurité et la paix. Et c'est pour cela que, comme la chancelière l'a dit, hier, on a beaucoup échangé sur la sécurité dans le Sahel, mais aussi sur la sécurité dans le bassin du lac Tchad, où nous sommes en train de nous battre contre Boko Haram. Et en rapport avec cette préoccupation relative à la sécurité, nous avons beaucoup évoqué la situation en Libye. Et nous avons attiré l'attention de la chancelière sur l'importance d'une sortie de crise rapide en Libye. Parce que la Libye est la source de la déstabilisation des pays du Sahel. C'est la crise libyenne qui a amplifié les menaces auxquelles étaient exposés les pays du Sahel, que ce soit la menace terroriste ou la menace des organisations criminelles, le trafic de drogue, le trafic des armes, etc., etc. Et en plus est venue s'ajouter une autre menace aujourd'hui, c'est la menace des conflits intercommunautaires dans certains pays du G5 Sahel. Donc nous avons eu à évoquer tout cela et nous avions insisté sur la nécessité d'une mobilisation beaucoup plus accrue de la communauté internationale à nos côtés pour pouvoir vaincre le terrorisme et les organisations criminelles, parce que la sécurité, comme on le dit souvent, est un bien public mondial. Par conséquent, le combat que nous menons ici au Sahel contre le terrorisme est un combat que nous menons pour le monde, pour la sécurité mondiale. Et je constate que la chancelière a bien compris cela et qu'elle fera le plaidoyer auprès des autres pays afin qu'un soutien accru soit porté aux pays du Sahel, afin que les pays du Sahel puissent faire face à cette menace, et surtout par rapport à l'urgence de sortie de la crise libyenne, qui est une source de déstabilisation pour les pays du Sahel et le bassin du lac Tchad. Merci. La deuxième question sera posée par Moussa Kaka de RFI et Saraounia. Bonsoir, Excellence. Moi, j'ai une question sur la sécurité qui s'adresse à Madame la Chancelière. Il y a un an exactement, donc, un humanitaire allemand, Jörg Lange, a été enlevé donc, à côté de Inates, dans la région de Ayoru. Il travaillait pour une ONG HELP qui vient en aide pour les réfugiés au Mali. Alors, votre compatriote là, avez-vous de ces nouvelles? Où est-ce qu'on en est dans les tractations pour sa libération? Et est-ce qu'il est en vie exactement? Merci. Bon, je ne peux rien dire pour l'instant de manière de principe. Nous ne le faisons pas parce que nous coopérons avec tous ceux qui peuvent nous aider, mais pour des raisons de sécurité, mais à chaque fois qu'il s'agit de libérer des otages, je ne me prononce pas en public sur ces affaires. Merci. La troisième question, cette fois, sera posée par la presse allemande, notamment par Madame Angela Ulrich de la radio ARD. Merci. Herr Präsident, Frau Bundeskanzlerin, Sie haben ja jetzt auch wieder über Migration gesprochen, genau wie schon vor 2,5 Des Jahren. migrations, tout comme il y a 2 ans et demi, ici même au palais présidentiel. Et le ministre de l'Intérieur du Niger s'est plaint que le Niger a réalisé tant d'efforts pour lutter contre les passeurs, mais que le Niger n'en a pas suffisamment profité. Donc la récompense, la compensation a été insuffisante. C'est ce qu'il a dit dans un journal allemand. Je voudrais donc poser la question à vous deux. Est-ce que Mme Merkel, vous comprenez cette critique? Parce qu'on avait promis lors du sommet de l'Afrique à Abidjan qu'il y a une récompensation. Et une question pour le président. Que souhaitez-vous de façon concrète pour avoir lutté contre ces migrations? Bien sûr, nous avons vérifié ce
en ce qui concerne cette critique, quelle était la donne, mais ce n'était pas uniquement lié à l'Allemagne, mais uniquement à la vitesse à laquelle nous réagissons. Et je pense que parmi l'ensemble des partenaires, l'Allemagne fait des efforts pour agir rapidement, mais dans notre réunion avec le G5 Sahel, nous avons vu, voilà, il faut toujours poser des questions, il faut toujours suivre l'évolution, et c'est pour cela que nous avons établi ces liens 6 et 3. Si on regarde la situation à Agadez, on pourra s'imaginer bien sûr un soutien presque illimité. Nous allons continuer notre soutien et il y a des projets allemands qui y sont présents, qui fonctionnent, qui sont mis en œuvre et on reconnaît l'engagement de l'Allemagne dans la région. Les efforts sont acceptés. Mais bien sûr, on attend encore davantage et cela ne me surprend pas du tout. Donc c'est pour cela que nous devons continuer à œuvrer en ce sens. Par rapport à il y a 2 ans et demi, je tiens à souligner que nous pouvons dire ensemble, nous avons lancé un grand nombre d'initiatives et le Niger a lutté contre ces migrations irrégulières, ce qui a fait que nous avons consenti à 300 réinstallations et on consenti encore à 300 personnes qui sont réinstallées supplémentaires. Donc oui, mais on peut toujours s'améliorer. Aimeriez-vous réagir à cette... Oui, voilà, merci. Donc, je dois dire que la question de la migration clandestine est une préoccupation partagée par les Européens et nous au niveau africain. En particulier en ce qui concerne le Niger, nous nous sommes très fortement engagés depuis 2016 dans la lutte contre la migration clandestine. Et comme j'ai l'habitude de le dire, pour 2 raisons. La première raison est morale, parce qu'il est inadmissible pour nous que des jeunes Africains meurent dans le désert ou en Méditerranée. La deuxième raison est sécuritaire, parce que les passeurs qui vont avec des migrants en Libye reviennent au Niger avec des armes. Donc pour ces 2 raisons, nous avons conçu un plan de lutte contre la migration clandestine qui a 2 aspects, un aspect sécuritaire et un aspect développement. Et je pense que votre question porte sur l'aspect développement, mais je voudrais dire qu'en ce qui concerne l'aspect sécuritaire, le Niger, le gouvernement a mis en place des mesures qui ont permis aujourd'hui de réduire le flux des migrants qui passent par le Niger, parce qu'il faut le dire, le Niger est beaucoup plus un pays de transit de migrants qu'un pays d'origine de migrants. Il fut un temps où passaient au Niger 100 000 à 150 000 migrants par an. Aujourd'hui, compte tenu des mesures que nous avons prises, des mesures tout à fait légales que nous avons eu à prendre, on a eu à arrêter les passeurs, à les présenter devant les tribunaux, à confisquer leur matériel. Le flux de migrants qui passent par le Niger a fondu. Aujourd'hui, je crois, je parle sous le contrôle du ministre de l'Intérieur auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, on est autour de 5 000 aujourd'hui à 10 000 migrants par an. Donc on a divisé le flux de migrants par pratiquement 10, grâce à ces efforts qui ont été faits. C'est vrai, vous avez raison de dire que les populations, en particulier de la région d'Agadez, s'impatientent, disent qu'elles n'ont pas reçu suffisamment de ressources pour pouvoir entreprendre des activités alternatives, parce que c'est ce que prévoit le plan de lutte contre la migration clandestine. Il faut offrir aux populations d'autres alternatives, d'autres activités, comme l'agriculture, le tourisme, l'artisanat. Nous avons préparé des projets dans ces différents secteurs et certains de ces projets sont en train d'être financés, notamment par l'Allemagne. Je peux donner l'exemple du programme de gestion des défis migratoires. J'y ai fait allusion tout à l'heure. C'est le cas également du programme de promotion de l'emploi et de l'éducation et de l'emploi dans la région d'Agadez. Et c'est des programmes qui marchent très bien. Mais l'Allemagne ne peut pas seule faire face aux besoins que nous avons exprimés. Et nous avons exprimé ces besoins aussi au niveau de l'Union européenne. Peut-être que des questions de procédure font que, effectivement, les résultats tardent à se matérialiser. Et j'avais dit à la chancelière d'ailleurs
qu'il est important qu'au niveau de l'Union européenne, on puisse accélérer les procédures afin que les populations puissent bénéficier des effets de ces projets que nous avons conçus ensemble. Mais la question de la migration pose, je crois, une question plus large. Parce que moi, je suis convaincu d'une chose. Tant que l'Afrique, j'ai coutume de le dire, tant que l'Afrique continuera à être un réservoir de matières premières, l'Afrique continuera à être un réservoir de migrants. Pour mettre fin à la migration, il faut s'attaquer aux causes profondes de la migration que constitue notamment la pauvreté. Il faut industrialiser l'Afrique. Et c'est pour cela que je me réjouis du soutien de la chancelière par rapport à ces programmes de l'agenda 2063 qui sont engagés, que ce soit la zone de libre-échange continentale ou le plan de développement industriel de l'Afrique ou le plan du développement des infrastructures en Afrique, le plan du développement agricole en Afrique, parce que la mise en œuvre de tous ces plans va créer des emplois. Et ces emplois permettront de retenir les jeunes qui sont tentés aujourd'hui par la migration clandestine. Donc c'est important que, par exemple, l'Europe mette assez rapidement en œuvre ce plan d'investissement extérieur qui est prévu, qui est d'un montant de 44 milliards d'euros, et nous comptons sur la chancelière pour que les financements prévus au niveau de ce plan puissent parvenir effectivement aux pays d'origine des migrants et aux pays de transit des migrants. Merci, Excellence. À présent, la dernière question, la parole sera à Madame Michaela Kufna de Deutsche Welle. Monsieur le Président, votre pays a reculé sur la liste de la liberté de presse. Il y a aussi une entrave de ceux qui combattent pour les droits de l'homme. Aktuelle Legislaturperiode hinaus auszubauen. Was sagen Sie diesen Kritikern? Und Frau Bundeskanzlerin, haben Sie das Thema Menschenrechte? La chancelière a également abordé le sujet des droits de l'homme. Est-ce que vous pourriez éventuellement aussi prendre position par rapport à M. Orban qui a dit qu'il peut s'imaginer une coopération avec les populistes de l'extrême droite? Merci de me poser cette question. Ce n'est pas vrai. Le Niger n'a pas reculé. Parce que quand on est arrivé au pouvoir en 2011, vous savez quel était le rang du Niger du point de vue de la liberté de la presse? On était 139e. 139e. Classement de Reporters sans frontières. Aujourd'hui, nous sommes 66e, vous dites. Le classement, le dernier classement. Le Niger est un pays démocratique. Le Niger est un des pays les plus libres d'Afrique. Le classement du Niger n'est pas loin de celui des États-Unis, de celui de la France et peut-être même de celui de l'Allemagne. Nous sommes une démocratie où les droits humains sont totalement respectés. Et je disais d'ailleurs à la chancelière tout à l'heure, à l'occasion de notre entretien en tête-à-tête, que le Niger respecte tous les critères sur la base desquels se fait la coopération avec l'Allemagne. L'état de droit, la démocratie, la sécurité et la paix. Nous nous battons pour ça. Vous avez dit que j'ai l'intention de prolonger mon pouvoir au-delà de 2021. Je n'ai pas bien compris cette question, mais moi je dis clairement qu'en 2021, c'est mon dernier mandat, je m'en vais conformément aux dispositions de la Constitution. C'est une preuve supplémentaire que la situation au Niger est une situation démocratique, parce que je fais partie de ces chefs d'État au niveau du continent qui pensent que la démocratie a besoin de respiration, on a besoin d'alternance. Je suis parmi les chefs d'État qui pensent qu'il n'y a pas d'homme providentiel, où que ce soit, il n'y a pas d'homme indispensable. Et donc, je prépare mon départ pour 2021. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est de préparer les conditions d'élections libres, transparentes et inclusives à cette occasion, afin de réaliser notre objectif de stabilisation
des institutions démocratiques et républicaines de notre pays, parce que le Niger a beaucoup souffert par le passé d'instabilité. Nous ne voulons plus d'instabilité dans notre pays. Et c'est pour cela que nous sommes très fortement engagés dans la consolidation des institutions démocratiques et républicaines, y compris à travers le renforcement de la liberté de la presse. La liberté de la presse, le classement, tient compte non seulement du comportement du gouvernement, mais aussi du comportement des journalistes. Il peut arriver que les journalistes se comportent mal et que cela dégrade le classement d'un pays. Déjà dit, la question de la démocratie et des droits de l'homme est une question qui est tout le temps un objet de nos échanges. On en parle et il nous a demandé aussi dans le soutien de mettre aussi la question de la bonne gouvernance sur l'ordre du jour. Voilà une raison pour laquelle c'est une des questions dont on échange régulièrement. Et un deuxième point, je voudrais souligner que depuis que j'ai rencontré pour la première fois le président Issoufou, il n'a pas cessé de dire qu'il a l'intention de respecter les règles constitutionnelles concernant la législature. Le Niger a déjà souffert du fait que d'autres ne l'ont pas respecté. Si je suis bien informée, il y a déjà des discussions sur des éventuels candidats à la présidence, donc je ne me fais pas de soucis. Je suis sûre qu'il y aura des élections très vives, puisque bien sûr tout le monde ne sera pas d'accord avec les propositions d'un seul parti, mais c'est pareil chez nous. Et un troisième aspect, je vais rencontrer aussi des représentants des organisations non gouvernementales et des représentants de la région, et le président soutient cette approche. Le président s'engage également pour la décentralisation. C'est également une question qui joue un rôle important. Est-ce que le Nord est défavorisé ou le Sud? Donc il y a aussi des projets d'infrastructure qui sont prévus pour lier les différentes régions à l'intérieur du pays. Et on en a également parlé. Et pour la deuxième question, donc dans le parti européen, le PPE européen, nous avons discuté de ces sujets et la tête de la liste du PPE a dit qu'il n'y aura pas de coopération avec les extrémistes de la droite après les élections. Donc, je pense que ce sont deux constats qui parlent pour... Ainsi s'achève cette conférence de presse.